Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un article qui est paru récemment dans le JVS, Journal of Vascular Surgery, en janvier 2022. Donc en anglais, A Large Series of Two Pancreatic Duodenal Artery Aneurysm. Donc il a parlé des artères duodéno-pancréatiques. Donc j'ai fait un petit rappel anatomique pour savoir de quelles artères on parle. Alors il y a deux artères duodéno-pancréatiques, il y en a une supérieure et une inférieure. Une qui vient du tronc cœliaque, qui naît de la gastro-duodénale, qui naît même une branche du tronc cœliaque, et une qui vient de l'artère mésentérique supérieure, qui va s'anastomosée avec celle du tronc cœliaque, et donc qui crée une anastomose entre le tronc cœliaque et la MS, qu'on appelle l'artère de Rio Branco. Comprenez un peu. Là, juste pour vous montrer en image, on a donc le tronc cœliaque qui donne l'hépatique commune, puis la gastro-duodénale, et en fait, elle va donner cette artère duodéno-pancréatique supérieure, et l'artère duodéno-pancréatique inférieure. Ici, on voit que la MS, elle donne aussi. Alors là, c'est un schéma un peu simplifié, mais c'est ça. Donc, ils ont fait cet article dans un contexte où il y a quand même des anévrismes qui sont assez rares. On a 2 à 10% des anévrismes des artères viscérales, mais cependant, on a quand même 10 à 25% de ronds, d'anévrismes qui se rompent. Donc, c'est quasiment un quart des anévrismes. Et une mortalité assez élevée avec 10% de mortalité. L'explication physiopathologique qu'on a pour l'instant, c'est que c'est attribué à une prolongation du flux rétrograde dans cette artère à cause d'une occlusion du tronc cœliaque ou une sténose serrée. Et en fait, on retrouve dans 50 à 80% des patients qui ont ces anévrismes une occlusion, une sténose serrée du tronc cœliaque. Pour l'instant, on n'a que des données limitées parce qu'on a que des séries qui étaient assez petites, avec seulement 20 patients en général. Et dans ces séries, on avait des patients qui avaient des vrais anévrismes, c'est-à-dire que c'était la paroi de l'artère, et des faux anévrismes qui peuvent être septiques ou traumatiques, qui sont aussi à risque de se rompre. Et donc, ils voulaient faire une distinction entre ces deux types d'anévrismes. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la taille de l'anévrisme et le risque de rupture, et à la différence des autres anévrismes, non, quand même. Et traiter historiquement par une ligature, mais maintenant, on prend l'embolisation. Leur objectif, c'était de caractériser sur les 15 dernières années des facteurs de risque de rupture et la stratégie thérapeutique et les résultats. L'objectif primaire était de caractériser les symptômes, les résultats à 30 jours, voir la nécessité de réintervention et la mortalité suite au traitement. L'objectif secondaire était d'étudier la fréquence de sténose et d'occlusion du TC chez ces patients. Donc pour faire ça, ils ont fait un registre sur seulement un seul centre, qui est à Philadelphie, qui a été rétrospectif sur 15 ans, de 2004 à 2019. Ils ont utilisé un logiciel pour rechercher dans les comptes rendus d'imagerie. Ils ont utilisé plein de mots-clés, un panel assez large au départ pour essayer d'avoir le plus d'images possible, donc de recueillir le plus de patients possible, en mettant des différents mots-clés pour rechercher ces pathologies. Et ils ont relu toutes les images par des investigateurs. Ils ont exclu les patients s'il y avait des antécédents de gestes chirurgicaux, pancréatiques, hépatobiliaires ou traumatisme abdominal pour justement exclure les patients. C'était des faux anévrismes. Et parler uniquement de la vraie maladie anévrismale avec cette option physiopathologique de dire que c'est le flux rétrograde dans l'AMS qui crée l'anévrisme. Pour définir l'anévrisme, ils ont utilisé la définition qu'on connaît pour les anévrismes des artères viscérales, c'est-à-dire 1,5 fois le diamètre de l'artère native sur une extrémité perpendiculaire. La sténose du TC ou la sténose du TC était de plus de 70% annuaire chez ces patients. Ils définissent ces anévrismes calcifiés sur une moyenne classification de 2-3 mm. Elle pouvait être de haut ou de bas grade, c'était pas écrit. Et ils ont établi une chronologie des douleurs abdominales en moins de 3 heures, 3 à 12 heures, 12 à 24 heures, moins de 72 heures et plus de 72 heures. Donc, ils ont recruté à peu près 2000 images qui étaient attribuées à 1528 patients au départ. Ils ont retiré tous les patients dont il y avait un faux anévrisme. Puis ils ont relu toutes les images et exclu sur les critères. Donc, sur 1500 patients initialement, on n'a plus que 59 patients. Donc, on en a perdu pas mal, avec une définition de vrai anévrisme et des données suffisantes pour être étudiées, parce qu'on voit qu'il y a 32 patients qui ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas assez de données, mais ils étaient dans les critères. C'est quand même la moitié de l'échantillon qui a été décoté. Donc, on a 40 anévrismes qui étaient intacts, c'est-à-dire que quand on a fait le diagnostic, les patients allaient bien, et 19 rompus.
On n'avait pas de différence statistique démographique, c'est-à-dire que les patients étaient globalement pareils. La taille moyenne chez les rompus était plus petite que chez les intacts, mais on n'avait pas de différence significative. On a eu des douleurs chez 40% des patients avec un anévrisme intact, 100% des anévrismes rompus avaient des douleurs. On voit quand même qu'il y a 30,5% des patients qui ont été transférés, donc un tiers des patients, le diagnostic était fait ailleurs que dans le centre. Donc ça peut pouvoir être intéressant de prendre en compte pour les rompus. Il y a une bonne proportion qui ne sont pas transférés parce qu'ils sont décédés. Donc dans les 40%, donc ils ont détaillé les douleurs. Dans les 40% des asymptomatiques, on avait 3 qui étaient douloureux depuis au moins 3 heures, 2 entre 3 et 12 heures, 3 entre 72 heures et 3 plus de 72 heures. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a 2 tiers des patients qui ont une résolution des douleurs en post-opératoire. Dans les rompus, on en a 10 qui ont été transférés sur 19, soit plus de la moitié. Les données sur la durée des symptômes étaient disponibles que chez 12 des 19 patients, donc pas la totalité. On a celles qui avaient des douleurs depuis moins de 3 heures, 3 entre 3 et 12 heures et 2 entre 12 et 24 heures, et on n'en a pas qui en ont plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les patients décèdent après 24 heures? Il décrit le type de douleur, des douleurs Uniquement abdominales. douleurs abdominales. Ce n'est pas des douleurs lombaires ou non, c'est vrai, il parle juste de douleurs abdominales et tant de douleurs abdominales. C'est vraiment restriction. Il parle aussi du lieu de rupture, parce que dans les anciens papiers, on parlait de rupture surtout dans le tractus intestinal, avec 23 à 46% en majorité. Là, maintenant, ils se sont rendus compte que 68% des patients ont un hématome rétropéritonéal, ce qui corrobore avec un structure rétropéritoine. Donc voilà, ça c'est un changement par rapport à l'ancienne littérature. Et assez peu finalement dans le tractus intestinal. Voilà. C'est une petite. Pour montrer qu'il y a beaucoup de patients qui ont une atteinte du tronc cœliaque, comme on savait déjà, mais là il nous le rappelle encore. On a 22% de sténose sévère et 44% d'occlusion. Donc c'est qu'on a 66% des patients, 39 en tout sur 54, qui ont une atteinte sévère du tronc cœliaque. Ils ont mis en évidence que l'atteinte du tronc cœliaque était plus commune chez les anévrismes intacts que rompus, avec 78% des anévrismes intacts qui étaient avec une atteinte sévère du tronc cœliaque et 42% dans les anévrismes rompus, et avec un P qui était significatif. Mais seulement une tendance au plus gros diamètre, il n'y a pas de preuves statistiques. Et on remarque aussi que les classifications des anévrismes sont statistiquement associées aux intacts, avec la moitié des anévrismes intacts qui étaient classifiés, seulement 5%, qui est aussi cette fois significatif. C'est le tableau pour vous montrer. Il y a une information que j'avais vue aussi qui m'intéresse un peu, c'est que le délai pour traiter les anévrismes intacts, il était de 30 jours à peu près. Ouais, juste pour avoir une idée de dans quelle temporalité on peut les traiter les anévrismes. Ici, on voit aussi qu'ils ont fait une surveillance de patients, ce qui n'existait pas forcément. Et quasiment la moitié des anévrismes intacts qui étaient surveillés. Donc, ce qu'on en tire dans ça, c'est que après l'analyse multivariée, on a 2 facteurs de risque. On a 2 facteurs entre guillemets protecteurs contre la rupture, c'est l'atteinte sévère du tronc cœliaque et les calcifications, parce que les risques restent intacts à la présentation. Et les douleurs abdominales sont associées aux anévrismes rompus, sur le surprise. C'est-à-dire que les patients qui ont une sténose sévère du tronc cœliaque, une occlusion ou des calcifications font moins de rupture. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Ils ont décrit les interventions et les suites opératoires de chaque patient sur chaque bras. Ils ont opéré 18 patients sur les anévrismes intacts, 3 chirurgies ouvertes, où l'opération était l'opération classique de ligature de l'anévrisme, et ils ont fait 2 pontages de l'artère hépatique, 15 endovasculaires avec 9 embolisations par cœur uniquement. Ils ont fait un stenting ouvert pour l'anévrisme, un stenting spécial, 3 tentatives endo qui ont été converties ensuite en opération ouverte. Sur les 12 embolisations, il décrivait quelles artères ils utilisaient sélectivement. Donc 4 sur l'AMS, 3 sur le TC, et 5 où ils ont embolisé les 2 en même temps. Dans le suivi post-opératoire, sur ces anévrismes intacts, il y a eu un seul décès sur une infection de site opératoire. C'est un patient qui avait été initialement plan endovasculaire, qui a été repris pour un montage, et son montage s'est infecté, il est mort de ses suites de ce montage. On a 5 réinterventions, 3 qui ont été repris en ouvert sur 3 tentatives endovasculaires, et 2 en dos où ils ont
ils sont embolisés à nouveau les détails. Il donne une morbidité à 30 jours de 38,9%, mais il ne décrit pas du tout comment il considère en quoi ça consiste. Est-ce qu'il y a des suites, est-ce qu'il y a un faux anévrisme au point de ponction, est-ce qu'il y a eu des suites trop. C'est vraiment juste décrit comme morbidité. Et une mortalité à 5,6%, ce qui réduit quand même de moitié par rapport à ce qu'on avait comme notion dans les anciens papiers. On a 76% des patients qui sont suivis à 6 mois avec 100% de thrombose. Ce que je nous l'ai dit. Tous ont été opérés avec 2 chirurgies ouvertes, un seul pontage, 16 embolisations par cogne et une tentative d'endovasculaire qui a été convertie en opère. On a eu plus d'embolisations de l'AMS dans celui-là, 5 embolisations du TC et seulement 4 via TCMS. Mais ils ont dû reprendre plus souvent les patients avec une embolisation complémentaire d'une des 2 artères qui n'était pas embolisée. Dans les suites opératoires, elles étaient un peu moins bonnes. On a eu 2 décès, une hémorragie particulière en dos, le patient a fait un choc hémorragique qui est décédé sur la table, et un infarctus hépatique sur une ligature sans pontage du tronc cœliaque occlus. Après une reprise d'embolisation non efficace, et donc après l'équipement endovasculaire, ça a fonctionné, ils l'ont pris en bloc opératoire. Et après ce bloc opératoire, il a fait un choc hémorragique et donc un infarctus hépatique et mort de ça. 9 interventions, plus que dans l'autre bras, 5 couvertes, 5 couvertures, 4 et 5 où ils ont embolisé. On a une morbidité qui est un petit peu plus élevée à 50%, une mortalité qui est double à 10,5%. Et ils ont retracé un décès à plus de 30 jours. En termes de suivi, c'est à peu près équivalent, 75% avec 100% de thrombose. Ils se sont posé la question de la malperfusion viscérale, puisqu'ils n'ont pas fait de pontage hépatique ou revasculariser le tronc cœliaque quand il y avait des occlusions. Il y avait 18 patients avec des occlusions complètes. Ils ont fait 7 revascularisations hépatiques et les 11 qui ont été non revascularisées. Il y a le décès dont je vous ai parlé sur une défaillance hémodynamique. Il n'y a aucune malperfusion chez les 10 autres. On a 5 patients avec une sténocérée qui ont été opérés avec une seule revascularisation. Et donc, sur ces 8 revascularisations, ils ont surtout fait des pontages et seulement 2 stenting. Ils ont un peu instauré un groupe de surveillance des anévrismes, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, on prenait de traiter les anévrismes tombés. À chaque fois, ils se posaient la question de faire un suivi. Donc, ils ont opté pour un suivi pour 22 patients qui avaient des diamètres qui étaient assez petits par rapport aux patients qui ont été traités. Dans les faits, on se rend compte qu'il n'y a que 8 patients qui ont vraiment été surveillés par imagerie répétée avec une intention de les traiter. Il y a 8 patients qui ont été considérés inaptes à la chirurgie, à l'intervention, donc qui n'ont pas été suivis. Il y en a 4 qui n'ont même jamais été adressés à des chirurgies vasculaires. On a quand même une médiane de temps qui est assez longue avec 5 mois et demi, 2020 jours. Et on n'a eu aucune rupture chez les patients qui ont été suivis par imagerie. Et chez ces patients-là, ils ont décidé de les opérer pour quelle raison? Alors, c'est là qu'ils ont décidé de les opérer, c'est qu'il n'y a que 8 patients chez qui ils ont décidé une rupture pour les opérer. Ah, c'était uniquement la rupture. Oui. Ce n'était pas une croissance de l'anévrisme qui décidait. C'est vrai qu'ils ne décrivent pas très très bien, mais en tout cas, juste ils ont fait des images répétées en disant que le risque de rupture était faible et que besoin d'intervention. Donc, on se rend compte que la plupart des anévrismes des artères viscérales sont asymptomatiques et diagnostiques fortuits, mais qu'on a un risque de rupture qui est relativement élevé, avec une littérature qui montre déjà qu'on a une indépendance entre le diamètre et la rupture. Et donc, comme je disais, les guidelines jusqu'ici préconisaient de traiter tous les anévrismes de l'artère pancréatique duodénale. Ici, donc, ils estiment être la plus grande cohorte en date des vrais anévrismes de l'artère pancréatique duodénale. Ils ont quand même un haut taux de rompu avec 32%, ce qui était plus que ce qu'ils avaient annoncé dans les anciens articles, et majoritairement la trophée qui défend la littérature. Ça encore, je me répète un peu, mais l'association significative entre l'atteinte sévère du tronc cœliaque et la formation d'anévrisme, qui était déjà prouvée depuis longtemps, avec toujours la même physiopathologie. Et donc, comme je vous disais, on montre une rupture qui est significativement moins fréquente chez les patients qui ont une atteinte sévère du tronc cœliaque. Et donc, la piste de réflexion qu'il faut, c'est que si on traite ces patients qui ont une sténocérée du tronc cœliaque, on peut éviter
l'augmentation du flux rétrograde et donc à terme éviter la dégénération d'anévrisme et de la rupture. Ils en parlent juste comme étant quelque chose à étudier dans l'avenir, mais ils n'en parlent pas plus que ça. Et alors, ils montrent qu'il n'y a pas de preuve entre l'étiologie d'attente du tronçonnier qui impacte le risque de rupture, que ce soit athérosclérotique, soit la compression par le ligament. Donc, la présence de calcification est un facteur protecteur, ce qui diffère des anévrismes rénales spléniques, dans les anévrismes viscéraux. Et donc, là, il suggère que les calcifications pourraient être un facteur qui témoigne d'une stabilité d'anévrisme, et donc ils introduisent la notion de surveillance annuelle chez ces anévrismes, en particulier donc avec des critères qui sont quand même assez... Il faut que ce soit un patient qui soit asymptomatique, avec des calcifications, une occlusion du tronc cœliaque et de découverte fortuite. Donc ces patients seulement entrent dans le cadre de la surveillance. Tous les autres ne sont pas condamnés à juste une surveillance, mais doivent être traités. Et donc il faut considérer toute douleur abdominale non expliquée, autrement par cet anévrisme comme étant symptomatique et donc le traiter. Traitement endovasculaire en première intention maintenant. L'embolisation de 2 artères nourricières ont des meilleurs résultats parce qu'il y a moins de reprises. C'est ce qu'on avait un plus haut taux d'intervention quand on ne faisait qu'une seule artère. Il parle aussi de la revascularisation hépatique. Ils n'ont pas vraiment de réponse à donner, mais ils pensent que c'est non nécessaire pour chaque patient, parce qu'il déjà, dans les anciennes revues, ils ne parlaient pas de. Ils disaient que l'ischémie hépatique était très rare et que ce n'était pas forcément nécessaire. Il parle d'un intérêt de surveillance rapprochée en post-opératoire et seulement de poser un stent dans le tronc cœliaque si on a une plainte de malperfusion hépatique, mais c'est à l'appréciation de l'opérateur. Donc en fait, il ne se mouille pas du tout et on n'a pas du tout de critères. Le fond est intéressant. Il parle juste du fait qu'ils n'ont jamais revascularisé, jamais mis de stent sur le tronc cœliaque quand il y avait un ligament archaïque. Et de cette étude, c'est une étude rétrospective. On a un biais de sélection parce que beaucoup de patients ont été transférés d'autres centres, donc on a sans doute perdu des patients, donc on sous-estime la mortalité. On n'a pas de groupe sur l'étude des vascularites, parce qu'il y avait un petit pool de patients, mais ils ne parlent pas vraiment des étiologies d'attente du tronc cœliaque et d'attente de l'étiologie d'anévrisme. Et malgré tout, on a une cohorte qui reste petite avec que 59 patients, alors vous avez un groupe moins initialement, ce qui limite la précision des analyses multivariées pour les facteurs de risque. Donc, pour conclure, c'est quand même la plus grande cohorte en date, même si elle est un peu faible, qui confirme l'indépendance de lien entre la rupture et le diamètre. Pour le traitement vasculaire en première intention, avec un risque moindre de rupture chez les risques calcifiés, occlusion ou sténocéra du TC, qui peuvent laisser envisager une surveillance simple, mais pas de certitude vis-à-vis de la revascularisation du TC. J'ai mis un petit rappel anatomique encore, parce que ce qui m'a un peu interpellé, c'est quand ils embolisent les 2 artères qui donnent les duodénopos créatiques. Dès que chez des patients qui ont des occlusions du tronc cœliaque, c'était un peu cavalier. Parce que j'ai vu une fois une embolisation de la gastro-duodénale et c'est un peu mal terminé pour le patient. Donc j'ai regardé un petit peu quelles étaient les anastomoses entre le TC et la MS qui existaient. Et donc en fait, on a 2 autres arcades. L'arcade de Kirk qui est à ce niveau-là. Et l'arcade de Müller à ce niveau-là, pour expliquer qu'on n'est pas forcément besoin de revasculariser le tronc cœliaque quand on fait les embolisations. Ok, je pense que 2 arcades que je ne connaissais pas, moi, Müller et Kirk. Sorti mes vieux trucs déjà. Ah oui. Est-ce que vous avez sorti les regards? J'ai senti un peu l'heure de Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, là-dedans, c'est complètement différent des anévrismes rénaux, spléniques, etc. C'est-à-dire que pour les autres anévrismes viscéraux, il y a vraiment un rapport entre la taille et la rupture. On sait que les calcifications ne sont pas protectrices. Et là, tu nous dis en fait finalement que ça peut rompre n'importe comment, avec n'importe quelle taille, et que là, du coup, par contre, les calcifications sont protectrices. En fait, c'est 2 critères qui sont différents des autres anévrismes. Donc, c'est presque un comportement de faux anévrisme. Oui, tout à fait. Et ça insiste bien sur le fait qu'il y a un hyperlévie à chaque fois. Oui. Alors, moi, c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi, parce que c'est sûr que les malperfusions hépatiques, c'est exceptionnel, ils ne vont pas se comprendre en vascularise le TC, mais ce qui aurait été intéressant aussi, mais ça, c'est pas possible, ce serait d'avoir une analyse un peu prospective en disant, quand on a déjà eu un patient,
quand on a un patient qui a un anévrisme, est-ce que le fait de revasculariser le TC va permettre d'éviter la survenue de nouveaux anévrismes ou pas? Parce que si on considère que ça se comporte comme un faux anévrisme sur un hyperdébit vers 4 de portatif, des fois aussi on a envie de revasculariser le TC pour rétablir un flux normal dans les arcades. Et on se dit que s'il en a eu un, il peut en avoir un deuxième après. Avec les jeunes, ils en parlent dans la discussion. Ouais. En disant, comme on sait que c'est ça le mécanisme de clairement. Oui, en fait, ils disent que ça aurait un intérêt de traiter en amont les patients qui ont une occlusion du TC pour éviter ce flux. Mais là, quand on arrive comme ça, parce que du coup, ils en finalement des TC, ils en vascularisent pas énormément. Je veux dire que suite à l'organisation, il ne faut quand même pas faire quelque chose pour chez les gens qui ont déjà eu un anévrisme. Et ils ne précisent pas leur stratégie quant à l'endovasculaire ou à la chirurgie ouverte. Quel malade est éligible à quoi et pourquoi, Non, ils donnent juste le nombre d'interventions, ils sont très détaillés sur les coïs, tout le machin, mais ils ne donnent pas vraiment d'informations sur les patients. C'est vrai que ça se comporte un peu différemment que l'interstandard. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que pour une fois, on voit des anévrismes qui ne sont pas liés à la taille. Tout n'est pas lié à la taille. Après, pourquoi pas, si les revasculariser, si on diminue l'hyperdélie, quand on dit qu'il y a pour les autres anévrismes, appartementaires anévrismes, tu as des phénomènes mécaniques hémodynamiques qui font que la paroi ne peut pas arrêter de se dilater. Et peut-être que là, c'est une contribution un peu différente. Peut-être en rétablissant un débit correct, il y a peut-être une régression, ça peut être évoqué. Et vous, quelle est votre stratégie plutôt de l'embolisation et de surveiller? On n'en voit pas tous les jours déjà. Mais je pense qu'en urgence, c'est bien l'embolisation parce que ça permet de après, c'est pas simple parce qu'après, c'est souvent aussi, enfin, moi, de ceux que j'ai vus, c'était rarement des hémorragies intrapéritonéales, c'était plutôt des hématomes dans le mésentère ou autour du pancréas, et à les disséquer, ça a été très compliqué. Et on a eu des attitudes attentistes qui sont. Et finalement, en attendant, avec pas de perte de malade. les malades stables, ça se tarissait, il y a plus de saignement, puis ensuite, moi, après, ça m'arrivait de revasculariser le tronc et de ligaturer le truc, mais à distance. Et je pense que ça saigne vraiment beaucoup en aigu, il faut l'emboliser. Voilà. Mais bon, l'embolisation, c'est quand même, c'est l'arme. Ouais. Ça évite de rentrer dans un ventre. Non, mais quand on est dans le. Si on veut traiter si on veut traiter la suite, la cause éventuellement, il y a la deuxième partie. Et par contre, s'il faut traiter le faux anévrisme de façon chirurgicale, je ne fais pas l'impasse sur le tonsiliaque. Je revascularise le tonsiliaque de façon systématique. Quitte à faire une intervention lourde, autant faire un peu un bloc complet. Que le tonsiliaque soit aussi remis dans des conditions hémodynamiques. Parce que souvent, c'est un ligament arqué, donc tu peux pas le faire en vasculaire de toute façon.